Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape du Tour de Catalogne. On va le faire avec un petit peu de retard. L'étape s'est déroulée hier et sur les autres étapes ça sera le soir même. C'est juste que là il y avait des petits soucis pour pouvoir le faire hier du côté de ce Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, résumé de l'étape. Coureur top. Flop également de cette journée, puis on parlera de l'étape de aujourd'hui, l'étape numéro 2, et notamment des conditions climatiques sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à faire un super fan, ça c'est seulement si vous en avez les moyens et ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous voyez une vidéo qui sort sur la chaîne. Tour de Catalogne aujourd'hui, et bien donc étape numéro 1 d'une course où il y a quand même du beau monde, Roglic, Pellizzari, Landa, notamment Lenny Martinez, même Emmanuel Bourman du côté de la Cofidis, pourquoi pas. On a également Yates, on a Pablo Torres également du côté de la UAE. Donc on a quand même une liste de départ intéressante. Carapaz est également au départ. Ça va être un beau rendez-vous pour des coureurs qui ne vont pas forcément aller sur le Tour des Alpes ou sur le Tour de Romandie. C'est vrai que maintenant le Tour de Catalogne est toujours très intéressant. Et puis je pense que certains coureurs ont décidé d'aller en Catalogne cette année, de ne pas faire le Tour du Pays Basque suite aux chutes de l'an dernier. C'est vrai que le Tour du Pays Basque va peut-être perdre un petit peu de qualité sur la liste de départ, donc on décide plutôt d'aller en Catalogne et de faire peut-être des stages plus longs, mais voilà, de pas forcément aller du côté du Tour du Pays Basque. Alors, l'étape du jour, elle faisait 177 km et dès le kilomètre 3, eh bien, la bonne échappée est partie. Une échappée de 4 coureurs qui est partie sous la pluie. De toute manière, on a eu de la pluie toute la journée sur des routes assez techniques du côté du Tour de Catalogne. Avec Faora du côté de la Burgos, on a les Alustiza du côté d'Auschkatel, Van der Stuck, également le Polonais Dani Van der Stuck de la Auschkatel et puis Castellon de la Cara Rural. Les 4 hommes qui vont avoir un écart max de 4 minutes à 157 km de l'arrivée. Le premier sprint intermédiaire est remporté par Castellon de la Cara Rural, alors que le classement de la montagne, le seul classement de la montagne de la journée, est lui remporté par Dani Van der Stuck. Alustiza, lui, remporte le deuxième sprint intermédiaire. Au moment de la prise d'antenne, à peu près 80 km de l'arrivée, l'écart est légèrement supérieur à la minute, mais à 70 km de l'arrivée, il n'est déjà plus que de 30 secondes et les échappés seront repris à 56 km de l'arrivée. Nous avons une chute d'Esteban Chavez à 42 km de l'arrivée. Alors, crevaison, c'est ce qui était marqué par les organisateurs et par la télévision. Je pense plutôt à un coureur qui a lâché du côté de Geraint Thomas à 21 km de l'arrivée. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que le peloton à l'arrivée est composé d'une vingtaine de coureurs seulement. Les conditions climatiques n'ont pas aidé. C'est vrai que moi qui avais dit cette fameuse phrase au moment de Paris-Nice, et au moment de Tirreno, j'avais dit il y a peut-être des qui vont regretter de ne pas avoir fait le Tour de Catalogne et d'avoir fait plutôt ces épreuves-là, Paris-Nice ou Tirreno, en se disant c'est une belle course, mais qui ont eu des conditions catastrophiques. Je disais peut-être des qui vont regretter quand les autres ont un grand soleil. Hier, c'était pas vraiment un grand soleil. Sur l'épreuve, on avait un petit peu le temps de Tirreno ou de Paris-Nice. Après, sur le reste de la semaine, ça sera peut-être un petit peu plus calme. Il y avait un dernier sprint bonification avant la crevaison, lâchage de Geraint Thomas. Sprint bonif
avec Enric Mas qui a pris 3 secondes sur ce sprint intermédiaire. Et puis à 5 km de l'arrivée, Pau Mikel était lâché. Et à 2 km et demi, Alpecin décidait de faire une cassure et de lancer à l'avant Tibor Del Grosso, ce qui obligeait Mathieu Brennan à rouler. Le sprinter de la Visma Leasebike, mais Mathieu Brennan ne s'est pas fait à le voir, et surtout Tibor Del Grosso a un petit peu craqué sur les 500 derniers mètres et il a résisté au sprint de Caden-Gross pour s'imposer sur cette étape du Tour de Catalogne. Attaque de Marlou! Et bon, on commence tout de suite avec le vainqueur du jour, Mathieu Brennan, le Britannique, vainqueur il y a quelques jours du Grand Prix de Denain. On en avait déjà parlé, mais là, c'est une première victoire en World Tour à seulement 19 ans. Ça n'a pas dû arriver souvent même. J'ai pas la statistique des records de précocité à cet âge-là, parce que 19 ans, vainqueur en World Tour, oui, ça doit être extrêmement rare dans ce niveau-là. Et winner World Tour level, non, parce que là c'est pas par l'âge, mais j'aimerais bien savoir au niveau des records de précocité. Mais là je vais pas le trouver facilement, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même à seulement 19 ans de réussir à faire ça, parce qu'on est quand même sur des coureurs voilà, à 19 ans quand même, seulement 19 ans, il arrive déjà à être à ce niveau-là, ce qui est quand même assez impressionnant, pour un coureur aussi jeune de réussir à faire une victoire aussi importante. Moi, il m'a vraiment impressionné aujourd'hui, Brennan. C'est cette capacité à gagner sur une épreuve World Tour. Voilà. C'est quand même à ce niveau-là de compétition extrêmement impressionnant pour moi à ce niveau-là, de réussir à s'imposer à cet âge-là quand même. À cet âge-là, on est seulement à 19 ans. Il a fait preuve encore d'une grande maturité. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est cette capacité à tenir la distance et à vraiment pas se faire avoir. Il est vraiment hyper impressionnant parce que là, quand Del Grosso part, il peut paniquer à 2 km et demi. Il n'a absolument pas paniqué aujourd'hui. Pourtant, vous avez voilà, Tibor Del Grosso, c'est pas n'importe quel coureur. Voilà, Tibor Del Grosso, on sait, c'est un coureur qui est très performant du côté du cyclocross. On sait qu'il peut tenir aussi longtemps. Qui peut tenir un très très gros rythme aujourd'hui, et là il a réussi à tenir parfaitement. Enfin voilà, c'est impressionnant. Il rentre même dans le top 10. Alors, est-ce qu'il rentre dans le top 10, Brennan? Oui, il rentre même sur le top 3 du nombre de jours de course en carrière chez les professionnels avant une victoire en World Tour. Del Toro avait mis seulement 10 jours, là on a 17 jours, c'est un de plus que Stephen Kung, qui avait aussi un petit record de précocité, mais c'est mieux que Philipsen, c'est mieux que Gaviria, c'est mieux que Vernon, qui était pourtant déjà assez impressionnant, et c'est le deuxième vainqueur le plus jeune d'une étape sur une épreuve World Tour sur les 10 dernières années, derrière Joshua Tarling, qui avait remporté le contre-la-montre du René Witt Tour à 19 ans et 190 jours. Mais là aussi, c'est mieux que Del Toro, c'est mieux que Vacek, que Evenepoel, que Juan Ayuso, que Pogacar, même Kolavkoy. Pour tout vous dire, c'est quasiment 6 mois de mieux qu'Olavkoy. Et pourtant, Olavkoy était déjà très précoce à l'époque. C'est impressionnant de ce qu'il fait depuis le début de saison. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment chez Brennan, c'est cette capacité vraiment à rester calme dans les moments difficiles. J'en avais déjà parlé sur le Grand Prix de Denain, où moi il m'avait émerveillé dans ces 10 derniers kilomètres à pas se faire avoir, et pourtant il aurait pu se faire avoir par une attaque d'un petit groupe qui partait. Il avait été très intelligent dans sa manière de tenir.
Mais là aussi, parce qu'il peut paniquer, il a Caden Groves derrière lui, il peut se dire, faut que Caden Groves, il me passe des relais, alors qu'ils sont de la même équipe. Donc ça montre une grande lucidité, déjà du côté de Matthew Brennan. Et puis surtout, il a fait l'effort parfaitement, parce que Caden Groves n'a jamais réussi à remonter le coureur britannique. Et pourtant, on parle de Caden Groves, c'est pas n'importe quel sprinter. Et en plus, ce Tour de Catalogne, c'est plutôt une course qu'il affectionne. L'Australien, qui a fait 4 ou 5 de dernier Milan San Remo quand même, Caden Groves. Et là, ce qu'il a fait aujourd'hui, Matthew Brennan, c'est extrêmement impressionnant. Dans sa clarté au niveau de sa lecture de la stratégie adverse, dans son intelligence, dans sa gestion de l'effort, il a vraiment été très 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 impressionnant. Et puis c'est un coureur qui aime donc les conditions difficiles, parce qu'on l'avait vu en Australie, sous la chaleur, il avait été bon avec une 2e place. On l'a vu au Grand Prix de Denain sur les pavés, il a été bon dans des conditions qui étaient plutôt bonnes pour une course pavée. Là aujourd'hui sur le Tour de Catalogne, il pleuvait énormément et il a aussi été performant. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est extrêmement doué. C'est vrai qu'on va le comparer certainement à Olaf Koy ou à Ethan Vernon, qui étaient aussi des coureurs qui étaient performants jeunes, mais il est encore plus jeune que ces deux coureurs-là. Donc forcément, c'est très très intéressant du côté de Matthew Brennan et on va le suivre attentivement sur l'année. C'est déjà sa 2e victoire chez les pros parce que je rappelle que les 1-2 selon Pro Cycling Stats ne sont pas considérés comme des victoires pro parce que sinon ça ferait déjà sa 4e victoire de la saison à Matthew Brennan et surtout la 4e victoire sur le mois de mars. Donc il est vraiment extrêmement performant. Ça va peut-être donner des idées à l'équipe Visma pour pourquoi pas l'envoyer sur des courses pavées peut-être un peu plus importantes ou sur le Grand Prix de l'Escaut par exemple, parce que là c'est vrai que cette semaine il va pas pouvoir faire Gand, techniquement il est sur le Tour de Catalogne, mais peut-être que ça va donner des idées du côté de l'équipe néerlandaise. Mais il va falloir vraiment le suivre, Matthew Brennan, parce que très impressionnant. 2e, Alpecin. Alors certes, on fait 2 et 3, j'ai envie de dire. Mais on aurait peut-être fait 2 et 3 si on n'avait pas fait la course. Moi, j'ai bien aimé, c'est leur tactique. Ils ont tenté le coup d'envoyer Tibor Del Grosso aux avant-postes, de faire un peu comme Israël l'an dernier avec Nick Schulz aussi, qui avait fait ça. Bon, ça n'a pas aussi bien marché. Del Grosso c'est un peu arrêté sur les 500 derniers mètres. C'est vrai que je me disais à 1 km de l'arrivée, il y a encore de la marge. Même si c'est une arrivée en bas, je me suis dit, bon, Del Grosso, c'est quand même un coureur du cyclocross. Je pense que c'est un temps d'effort où il est en capacité de tenir. Ouais, il lui en a manqué un petit peu du côté de Tibor Del Grosso. C'est Bati Bonneich. Mais quand même très fort, le néerlandais. Et puis surtout, je pense du côté d'Alpecin, ils peuvent dire qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Brennan a été plus fort qu'eux aujourd'hui, plus costaud. Ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Del Grosso, quand même, je trouve qu'il monte en puissance là, depuis le début de saison. C'est un petit peu timide sur Paris-Nice. Mais là, ça commence à être vraiment de mieux en mieux. Il faudra faire attention à lui sur la Volta NXT classique. Au mois d'avril, la veille du Tour des Flandres, parce que ça pourrait être un coureur très dangereux. Il sera également à travers la Flandre du côté des pavés pour ce jeune coureur qui est vraiment sur un profil assez proche de Mathieu Van Der Poel, mais là aussi seulement 21 ans. Tibor Del Grosso, il faut le rappeler. Donc c'est vrai que c'est un coureur qui reste jeune, donc avec encore pas énormément d'expérience. Puis surtout, il a fait pas mal de cyclocross dans sa carrière. Alors c'est un coureur qui est passé par la Metec, vous savez, cette grande équipe continentale, puis dans l'équipe de développement de la Alpecin avant de rejoindre l'équipe 1 cette année, mais il est quand même extrêmement solide et c'est sa première année en World Tour, mais bon, déjà une 3e place aujourd'hui. Il avait fait 11e à Bellegarde, le sprint de Paris-Nice, mais qui était un sprint sur le plat. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur cette semaine où il travaillera pour Caden Groves.
Ça sera peut-être même le poisson pilote de Caden Grove sur cette semaine de compétition. Puis Caden Grove qui confirme qu'il est en forme. C'était déjà bien sur Milan-San Remo avec une belle cinquième place, deuxième aujourd'hui. Pourtant un coureur qui n'avait pas forcément été hyper performant sur ses premières courses de la saison, donc là aussi ça commence à être pas mal. On le retrouvera à travers la Flandre après ce Tour de Catalogne normalement, et la Ronde van Vlaanderen et Paris-Roubaix, donc il fera les trois grosses épreuves pavées avant d'aller sur l'Amstel et avant d'aller sur le Tour d'Italie. Il aura assez peu de jours de course avant d'aller sur le Tour d'Italie, Caden Groves, et de rejoindre, je pense, Philipsen sur le prochain Tour de France. C'est, je pense, qui est prévu du côté de cette formation belge. Et puis on termine avec un dernier coureur, c'est Lenny Martinez. Pourquoi je mets Lenny Martinez ? Parce qu'un peloton avec seulement 24-25 coureurs, il n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Et pourtant, quand j'ai vu les conditions climatiques, je me suis dit ça va être compliqué pour Lenny Martinez. Parce que vu sur l'étape de Paris-Nice avec le vent, avec la pluie, il avait eu quand même beaucoup de mal en termes de sensations. Je me suis dit, est-ce que ça va pas se reproduire une deuxième fois du côté de Lenny Martinez? Est-ce que il arrivera vraiment à s'en sortir dans ces conditions-là? Et il a été vraiment très bon aujourd'hui, Lenny Martinez, qui finit avec Kelderman, avec Egan Bernal, avec Primoz Roglic, donc très performant. Il est dans le peloton des favoris, avec Junior Le Serre aussi, du côté de la Soudal Quick-Step, qui a bien tenu. Il y a Van Evenvelt aussi, Landa, du côté de la Soudal Quick-Step, qui a bien performé. Mais c'est vrai que c'était loin d'être évident pour Lenny Martinez, qui n'est pas un grand gabarit, encore une fois, dans des conditions qui étaient quand même assez fraîches, seulement 12 degrés, et avec la pluie sur toute la journée. Eh bien, il a bien résisté. Et puis son équipe solide, parce que Eulalio fait 22, Keplinger fait 23, donc ils sont aussi dans le premier peloton. Donc ça veut dire que du côté de la Bahreïn Victorious, on peut peut-être avoir des ambitions sur ce Tour de Catalogne. Et lui, l'étape de Mandarich, ça peut très bien lui convenir à Lenny Martinez. Donc il va peut-être faire une bonne semaine, le petit puncher grimpeur français. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne de la journée des coureurs qui ont eu du mal. Je commence avec Ethan Ether. Ethan Ether, ça fait quand même depuis un certain temps qu'il a disparu, le coureur britannique. Il a rejoint la Soudal Quick-Step cette année après plusieurs saisons chez Ineos. Ethan Ether, quand on parlait de Brennan, il faudra voir sur la durée. Ethan Ether, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'était un jeune coureur qui était très prometteur chez Ineos lors de ses premières saisons. On ne savait même pas... moi, je me posais même les questions de quelles étaient les limites de ce coureur. Parce que je trouvais que c'était un coureur qui avait vraiment une grosse pointe de vitesse, qui passait extrêmement bien les bosses. Et je me disais... jusqu'à quel point il passe bien les bosses, est-ce que ça peut pas être un très bon grimpeur dans le futur? Ça c'était peut-être en 2022-2023, en 2025, aujourd'hui Ethan Ether, il a complètement disparu. Alors déjà c'est un coureur qui a des soucis, peut-être des soucis de concentration, je ne sais pas, des soucis d'attention, mais c'est vrai que c'est un coureur qui à des moments peut être très bien placé dans un peloton et 5 minutes après peut être complètement à l'arrière, à 5 km de l'arrivée. On a vu des fois des situations avec Ethan Ether, mais se taper la tête par terre parce que vraiment, en termes de placement, c'est très particulier. Mais aujourd'hui, là, sur une étape comme celle-là, alors je ne sais pas s'il s'est fait lâcher à la régulière ou s'il a été pris dans une cassure, mais il finit quand même très loin, Ethan Ether. Très loin. Du côté de la Soudal Quick-Step, je vais vous redire ça. Je vais retrouver l'équipe. Non, là c'est la Red Bull. La Soudal c'est juste en dessous. Il finit, donc Ethan Ether, il finit 153e. Alors à 4 minutes, donc il a dû tomber en plus dans le final, parce que sinon il était devant James Knox normalement avec cet écart-là, donc aux alentours de la 80e place dans le peloton, parce qu'il y a pas mal de coureurs qui ont eu des chutes dans les 3-4 derniers kilomètres et qui ont été reclassés. Carapaz a été reclassé à 15 secondes.
Donc Ether aussi a été reclassé. Il y a eu pas mal de reclassements dans la journée. C'est décevant quand même du côté d'Ethan Ether. Je voulais voir son début de saison parce que ça faisait partie des coureurs. Je voulais qu'il retrouve des bonnes jambes et qu'il se relance parce que lui, son année 2024, elle était vraiment pas bonne. Les 2 dernières saisons étaient vraiment pas bonnes hein, du côté d'Ethan Ether. Alors c'est vrai que l'an dernier, il y a eu aussi les soucis de son frère qui ont dû l'affecter foncièrement. Hein, son frère qui a fait une dépression. Donc c'est sûr que ça n'a pas dû aider Ethan Ether. Et puis un changement d'équipe, parce qu'il était chez Ineos depuis 2020 et il avait même été stagiaire chez Sky en 2018. Donc c'est-à-dire qu'il a toujours été un pur produit à Sky Ineos. Mais là c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'il a disparu. Hein. 2022, comme je disais, 2021-2022 au classement Pro Cycling Stats, il est 26e. Et en 2023, il est 125e et l'an dernier, il était 355e. Depuis le début de saison, il a marqué 0 points. Pourtant, il était au Tour d'Oman. On peut dire le Tour d'Oman, il n'y a pas forcément une grosse opposition. Meilleur résultat sur le Tour d'Oman, une 18e place. Et c'est un coureur qui a vraiment disparu, Ethan Ether, depuis maintenant de nombreux mois, je dirais, parce que c'est vrai que ses meilleurs résultats, ça date de 2022, 2023. Alors là, il est champion de Grande-Bretagne depuis l'an dernier, sur route. Il y a eu quelques places d'honneur l'an dernier, hein, sur le Tour de Norvège, notamment sur le Tour d'Allemagne aussi, le Tour de Grande-Bretagne. Mais sur les grosses épreuves World Tour, c'est un coureur qui a disparu et on va voir s'il va réussir à se relancer. Il a qu'un contrat de 2 ans, hein. C'est un contrat assez court du côté d'Ethan Ether. C'est quand même aussi un coureur qui a 26 ans. Il aura 27 ans au mois de septembre. Donc c'est plus un jeune espoir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut les résultats là, hein, du côté d'Ethan Ether sur les grosses épreuves. Sauf que cette année, les grosses épreuves, alors il va faire Pays Basque, il va faire Tour de Romandie, mais en gros, il ne fait plus les grandes classiques non plus. Ethan Ether, or c'était un coureur qu'on voyait quand même plutôt dans ce registre-là. C'est quand même un coureur qui a fait 2 Liège, qui a fait un Tour des Flandres, un Milan-San Remo, un Tour de Lombardie aussi, seulement un grand tour au final. Il a fait qu'une seule Vuelta et je pense que c'est un coureur qui doit avoir des lacunes. Et Ineos avait dû repérer ses lacunes, c'est pour ça qu'il ne voulait pas vraiment le renouveler. Et aujourd'hui, c'est quand même un coureur qui a complètement disparu. Même sur un Tour de Catalogne, il n'y a pas forcément une énorme opposition. Il n'a pas réussi à faire un bon résultat aujourd'hui. Donc déception pour moi du côté d'Ethan Ether. Deuxième déception du jour, un coureur de la Decathlon à G2R, Félix Gall. Ouais, 2 minutes 52 aujourd'hui hein, de perdu pour Félix Gall. Alors assez surprenant du côté de Félix Gall, c'est qu'il n'y a que Bruno Armirail qui l'a attendu. Geoffrey Bouchard ne l'a pas attendu, Stone Mittet non plus, Clément Berthet non plus. C'est-à-dire que il est le dernier coureur de l'équipe aujourd'hui, Félix Gall, en termes de classement. Alors il faut savoir que Bouchard, Stone Mittet ont été reclassés aussi, hein, c'est des coureurs qui ont dû tomber dans la descente. Et il y a beaucoup de coureurs qui sont tombés dans la dernière descente et qui ont été reclassés en termes de temps, où il y a eu des chutes. Mais voilà, Félix Gall, c'est dommageable parce qu'il avait des super jambes. On en avait parlé sur l'UAE Tour, et puis ensuite il tombe sur l'UAE Tour. Bon, il finit bien Paris-Nice sur le dernier week-end de course, mais il a un gros trou noir du côté de la Loge des Gardes où il perd beaucoup de temps. Et là, donc début de Tour de Catalogne où ça va pas être un bon classement pour lui parce que 2,52 de perdu, c'est pas une bonne opération pour lui. Ça, c'est clair et net. Le problème de Félix Gall aujourd'hui, c'est que c'est un super grimpeur. Ça, on est d'accord, c'est un super grimpeur. Félix Gall. Mais il a déjà un premier souci, c'est qu'il n'a pas beaucoup de punch. Donc c'est vrai que c'est un grimpeur qui n'aime pas forcément trop les changements de rythme. Deuxièmement, c'est un coureur qui a beaucoup de lacunes techniques. Il ne sait pas frotter. Il ne sait pas bien se placer dans un peloton. Il n'aime pas vraiment la pluie aussi, les conditions difficiles, il n'est pas très performant là-dedans. Au niveau du placement, parce qu'il avait été bon sur un Tour des Alpes, notamment sous la pluie. En 2023, quand il fait sa 2e place sur l'étape du Tour des Alpes, c'est sous la pluie, mais il a vraiment des lacunes de placement et de technique. Et ça va être un vrai souci
pour Félix Gall. Et puis à 27 ans, bah, c'est presque trop tard pour rattraper la situation, quoi. C'est-à-dire que je ne le vois pas progresser dans ce domaine-là dans les années à venir. Et je pense que ça sera vraiment un souci pour lui dans sa carrière du côté de Félix Gall. Parce que ouais, quand il y a un peu d'intensité dans le peloton et il faut savoir sortir les coudes, bah lui, il ne sait pas le faire. Il est souvent impliqué dans des chutes. Voici Félix Gall. Bon là aujourd'hui il perd 2,52. Je pense qu'il ne devait pas être à l'aise sur son vélo. Et c'est bien dommageable voilà, pour le coureur autrichien parce qu'il pourrait avoir plus des résultats que ça. Et pour le moment, c'est vrai que c'est un vrai souci. Et s'il veut faire top 5 d'un grand tour, bah, il y a un moment, il faut savoir un peu tout faire dans un peloton, et notamment savoir se placer, et savoir surtout être performant, même dans des conditions qui peuvent être difficiles, parce que on peut avoir de la pluie sur 3 semaines de course, une journée pluvieuse, et si tu perds 10 minutes dès qu'il pleut, bah, c'est quand même pas l'idéal, donc dommage du côté de Félix Gall. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Corbin Strong. Ouais, malgré un sprint en petit comité aujourd'hui, parce qu'on était sur un sprint en petit comité du côté du coureur d'Israël, et bien seulement 6e de ce sprint. Voilà, il est derrière donc Brennan, derrière les deux Alpecin, mais derrière également les deux coureurs Décathlon, Dorian Godon et Andrea Vandramé. Et ça, c'est un petit peu plus surprenant. Corbin Strong, il doit être devant un Vandramé. Et c'est bon, toujours mon problème avec Corbin Strong. C'est un coureur qui a du talent, mais qui a déjà un nombre de courses qui lui conviennent, extrêmement limité dans l'année. Et ça, avec les guerres des points UCI, c'est le type de coureurs qui vont commencer à avoir du mal à avoir des contrats. Parce que s'il n'y a que 4-5 courses dans l'année qui te conviennent, sur un calendrier de 75 jours de course, bah c'est sûr que ton potentiel de points UCI, même si c'est des grosses courses, il est quand même limité. Et Corbin Strong, c'est un coureur qui a des grandes qualités, mais qui n'est pas suffisamment rapide pour battre les purs sprinters, et qui n'est pas suffisamment bon grimpeur pour battre les punchers. Donc il a un peu le cul entre deux chaises, il est un peu dans un entre-deux-mondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Corbin Strong, je pense, ne bat pas un Michael Matthews au sprint, par exemple. Aujourd'hui, Corbin Strong, oui, il peut battre des Van Eetvelt, des Landa, mais dans une journée où on est sur une arrivée sur le plat, et surtout, bah, il ne faut pas que dans le peloton il y ait un Brennan, il ne faut pas que dans le peloton il y ait un Dorian Godon, il ne faut pas que dans le peloton il y ait un Cubis, même, le coureur qui a remporté Cholet Pays de la Loire. Enfin oui, c'est très compliqué pour Corbin Strong aujourd'hui d'avoir des courses qui lui correspondent. Et là, on le voit totalement sur cette épreuve aujourd'hui, bah, il se retrouve dans une situation où il est battu par des coureurs qui sont plus à l'aise dans ces conditions-là, donc dans ce type d'arrivée-là, et lui, il est un peu moins performant, donc dommage, voilà, du côté du coureur néo-zélandais. Si j'ai dit australien, c'est une erreur, Corbin Strong, c'est néo-zélandais du côté d'Israël Première Tech. Du côté d'Israël Première Tech, parce qu'on est parti avec Richie Tello. Je crois que Richie Tello a perdu 15 secondes. Voilà aujourd'hui, ce qui est pas si mal par rapport à d'autres. Par contre, tous les autres coureurs de l'équipe, eux, ont été largement distancés, notamment George Bennett ou encore Nick Schulz. Allez, pour finir cette vidéo, on regarde les différents classements et surtout le programme de l'étape du jour. Les différents classements, Mathieu Brennan, donc vainqueur aujourd'hui devant Callen Groves et Tibor Del Grosso. On peut noter qu'Henrik Mas a pris 3 secondes de bonification. Au final, c'est Roglic qui a pris 1 seconde de bonification parce qu'il y a eu plusieurs... il y a eu des aternoiements voilà, au niveau des bonifications. C'était un peu le bordel. On voit qu'Egan Bernal a fini dans le premier peloton, comme Martinez, Pellizzari également. Donc Henrik Mas, Juan Ayuso. Carapaz, donc lui, finit également dans le premier peloton au niveau des temps. Et Quintana est à 15 secondes, comme Richie Tello, les frères Yates, qui sont tout le temps fourrés ensemble. Et Ben O'Connor également, qui est à une quinzaine de secondes. Steinhauser, lui, a perdu 52 secondes du côté du coureur de la EF. Et puis ici on descend, Sepkus, très mauvaise journée à 2,35, Geraint Thomas également à 2,35, donc Félix Gall à 2,52 avec Ivan Sosa également, Esteban Chavez lui à 4,25 avec Sivakov à 4,57, non à 5,21 même Sivakov pardon, et puis Mentis
Maintis, lui, est à 6,32 et 6,43 pour Valentin Paré-Peintre, le coureur de la Soudal Quick-Step. Gauguenhardt à 8,36, pas une bonne journée pour lui. Hugh Cartier également dans ce deuxième peloton. Voilà, du côté des coureurs qui ont perdu du temps. Et puis, deux coureurs ont abandonné, Fora et Ron Aguirre, du côté des équipes Conti, et Kamel Beaunieu en DNS, et Elie Gébert finit à 8,07. Voilà, et je pense qu'il a fini dans une chute. Parce que vous voyez, hein, il y a des coureurs qui sont... oui, il a dû faire une chute, Elie Gébert, avec Bourati également. Voilà, Berastouri a dû tomber également. Enfin voilà, il y a eu pas mal de chutes sur cette journée, notamment Ethan Vernon également, Ethan Etter, voilà, qui a dû tomber, mais qui n'était de toute façon pas dans le bon peloton. On regarde du côté du classement général. Et bien donc Mathieu Brennan en tête devant Caden Groves, Del Grosso. Donc Henrik Mas devant Primoz Roglic et ensuite toutes les autres à 10 secondes et à 25 secondes pour Boorman. Pour ceux qui étaient dans le peloton, à 15 secondes du côté du classement par points, c'est Brennan qui est en tête devant Ran Castellon, le coureur de la Cara World qui a pris ses points, et Caden Groves du côté du classement de la montagne, donc Danny van der Tuck qui porte le maillot. Le maillot blanc, c'est Mathieu Brennan à 19 ans devant Del Grosso et Le Serre. Voilà du côté de ce classement, et on voit que Martinez prend une belle opération avec Juan Ayuso et Pellizzari. Et puis du côté du classement par équipe, c'est Alpecin qui est en tête, devant la Bahrain Victorious, mais déjà des écarts du côté de ce classement par équipe. On voit la Decathlon par exemple à 2,25, ou la Lotto à 2 minutes entre 32, la dernière équipe, et déjà la Euskaltel à 25 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de la Euskaltel, mais c'est quand même pas la bonne opération du jour du côté de cette formation espagnole. L'étape de demain, enfin l'étape du jour, pardon, l'étape de ce mardi, on part de Bagnoles pour aller à Figueres. C'est assez proche, hein, les deux communes. On passera 2 fois sur la ligne d'arrivée à Figueres et on aura 2 côtes au programme. Le col Puig del Peni, 4,8 km à 5% de moyenne, ça sera à 100 km de l'arrivée. Et puis, un peu après la mi-journée, on aura le col de Saint-Père de Rhodes, 7 km à 6,3 de moyenne. C'est assez régulier, hein, il n'y a pas de... Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de pente... vraiment supérieur quand vous voyez le descriptif de l'étape. Et puis 3 sprints intermédiaires très tôt au bout de 13 km de course à Medinha, à l'Escala à 42 km 500 et puis à Garriguela au kilomètre 112,5 qui sera le plus proche de la ligne d'arrivée, mais on voit hein, dans ces 70 derniers kilomètres, il ne se passera pas grand chose à part l'arrivée qui devrait se jouer au sprint, même si ça sera un sprint en légère bosse. Vous voyez donc la carte, donc on part de Bagnoles pour aller à Figueres, pas de grosses surprises. Il faudra faire attention du côté de la météo au niveau du temps et du vent surtout, qui sera un vent de nord assez fort, 25... j'ai oublié. 30-50 km/h même à Figueres. Parfois, il sera légèrement nord-ouest. Parfois nord-est aussi dans certaines communes, mais majoritairement, on va dire, à dominante nord. Ça veut dire qu'il faudra faire quand même attention, notamment dans cette portion-là, mais notamment sur le circuit, parce que vent de nord, ça veut dire qu'à certains endroits, le vent sera de côté, notamment ici, et ça pourrait créer des petites cassures. Donc il faudra faire attention à ça du côté du peloton. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!